La voiture, pour certains, c'est plus qu'une passion. C'est un sport. Qu'on se le dise, le sport automobile est un sport dangereux. Le risque est permanent. Aujourd'hui, même si les voitures sont plus sécurisées qu'auparavant, un accident peut toujours arriver et une situation peut toujours dégénérer. Même s'il y a toujours plus de précautions, le danger subsiste aussi bien pour les participants que pour les spectateurs. Le sport automobile réunit un ensemble d'événements à travers le monde. Des événements qui amènent à promouvoir des marques et des circuits de toutes parts. Voir une épreuve automobile comme le rallye, c'est plus qu'un spectacle. C'est aussi une formidable vitrine pour la plupart des constructeurs automobiles. Performance, fiabilité, style, tout est mis en avant pour vendre les mérites de leur automobile. Un moyen indispensable pour se faire voir, gagner la confiance des acheteurs des voitures individuelles et être reconnu dans le milieu. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des constructeurs investir dans des courses automobiles. Toutefois, on a beau être un professionnel, il y a toujours des risques quand une voiture est lancée à vive allure. Un drame peut très vite arriver et changer à jamais l'image d'un sport tout en marquant les esprits. Ces accidents auront permis au moins une chose avec le temps, d'améliorer la sécurité, aussi bien sur circuit que sur route. Dans cette vidéo, je vais vous narrer l'un des plus grands drames du sport automobile, les 24 heures du Mans de 1955. S'il y a bien une date à jamais gravée dans l'histoire du sport automobile, c'est bien le 11 juin 1955. Les 24 heures du Mans. Une course mythique, un circuit unique. Les 24 heures du Mans avaient des allures de fête populaire à cette époque. Cette compétition automobile d'une durée de 24 heures se déroule généralement vers la 24e semaine de l'année, sur un circuit routier au sud de la ville du Mans, dans le département de la Sarthe en France. Cette épreuve existe depuis 1923. Et elle est l'une des 3 courses les plus prestigieuses au monde, avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Les 24 heures du Mans. Courir à cette époque, c'était braver la mort à chaque tour et lutter sans cesse pour sa survie. Il y avait à cette 23e édition Mercedes-Benz, avec 3 voitures en liste et divers pilotes, comme le grand Juan Fangio, un champion de F1. Il y avait aussi Stirling Moss, un jeune pilote britannique de 26 ans, et John Fitch, un pilote américain d'une 30aine d'années et également un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Mercedes, avec ses flèches d'argent, comme il les appelait, était le grand favori et avait la réputation de ne jamais faillir mécaniquement. Le seul rival de Mercedes à cette époque-là, c'était Jaguar, avec un modèle mythique, la Type D. Le duel allait donc se livrer entre les Anglais et les Allemands sur sol français. Un goût de revanche pour certains, un simple affrontement pour d'autres. Un des pilotes de Jaguar était Mike Hawthorne, pilote anglais de 25 ans. Alignées sur la ligne de départ le 11 juin 1955, 60 voitures de course, toutes prêtes à foncer sur ce célèbre circuit. Même s'il y avait pas mal d'amateurs parmi les pilotes, 20 d'entre eux étaient qualifiés de coureurs compétents. 60 voitures sur la piste, mais il y avait dans le lot de petites cylindrées, ce qui constituait un réel risque au moment des dépassements. 24 heures de course, c'était 5000 km, une véritable course d'endurance. Les dangers sur ce circuit étaient permanents. Outre les dépassements, les pilotes devaient aussi tenir compte de la météo ainsi que de la visibilité durant la journée, mais surtout pendant la nuit. Certaines de ces voitures n'indiquaient même pas la vitesse à laquelle ils étaient. C'était pied au plancher, quoi qu'il arrive. 300 000 spectateurs étaient venus assister à la course pour voir le combat prestigieux qui allait être livré entre Jaguar et Mercedes. C'était l'événement à ne pas rater. Ces flèches d'argent semblaient imbattables. Mike Hawthorne, pilote chez Jaguar, ne voulait pas laisser passer les Mercedes. Hors de question pour lui que les Allemands gagnent cette course. Le duel s'annonçait épique. Mercedes le savait, ils étaient l'écurie à battre. La voiture numéro 20 de chez Mercedes devait être pilotée par Hans Herrmann. Mais ayant eu un grave accident sur le circuit de Monaco la semaine précédente, il fut remplacé. Le directeur sportif de Mercedes de l'époque, Alfred Neubauer, décida donc de remplacer Herrmann par Pierre Lévesque, un pilote français de 49 ans, considéré comme un professionnel malgré qu'il n'avait pas autant d'expérience que les autres pilotes. Neubauer avait choisi Pierre Lévesque pour 2 raisons. D'abord comme un signe de réconciliation, mais aussi parce que Pierre Lévesque avait fait sensation 3 ans plus tôt sur le circuit du Mans. En effet, en 1952, Pierre Lévesque était au volant d'une Talbot Lago T26 GS Spider. Il était en tête de la course et avait dominé pendant 23 heures sans avoir été relayé une seule fois. C'était un exploit. Hélas, Pierre Lévesque abandonnera après 23 heures et 15 minutes de course pour un problème moteur. Mercedes gagnera les 24 heures cette année-là, en s'offrant grâce à l'abandon de Lévesque une première
et 2e place. Pour tous, Pierre Lévesque était le vainqueur du Mans 52. Cela ne faisait aucun doute. Neubauer lui offrira donc l'opportunité 3 ans plus tard de courir pour l'écurie Mercedes. Pierre Lévesque était moyennement emballé par l'idée, car il le savait, les Mercedes étaient très rapides, et sur un circuit aussi sinueux, cela s'annonçait compliqué. Les conditions de sécurité étaient minimes en 1955. Barrières en bois, bottes de paille, vous voyez le topo. Depuis sa création en 1923, le circuit du Mans n'avait jamais été modifié. Or, en 1955, les voitures roulaient bien plus vite que celles des années 20. Sur la ligne d'arrivée, seul un mur d'1 mètre protégeait les spectateurs. Or, Mercedes, Jaguar et Ferrari étaient les voitures les plus rapides et pouvaient atteindre les 300 km/h en ligne droite. Le tout avec des pneus étroits et un volant en bois de grande taille. Il eut donc le départ. Un départ que l'on nommait départ arrêté en épi, dit Le Mans. Un départ où l'on voyait les pilotes courir vers leur voiture placée en épi sur le côté opposé. Il fut remis en cause en 1968 après un accident dû à une porte mal fermée et a été abandonné en 1969. Cependant, en hommage au départ Le Mans, qui a existé de 1925 à 1969, la traversée de la piste en courant demeure dans les disciplines sans porte ni ceinture de sécurité, comme les 24 heures moto, vélo et roller. Peu après le départ des 24 heures du Mans de 1955, Hawthorne, le numéro 6, sera en tête talonné par Fangio, le numéro 19. Vitesse moyenne par tour, 200 km/h. La Jaguar était certes légère, mais elle possédait un réel atout par rapport aux autres concurrents, les freins à disque. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans ma vidéo concernant la Jaguar Type E. Les freins à disque étaient une invention de Jaguar en collaboration avec Dunlop. Ils étaient les seuls à posséder cette technologie. Les Mercedes étaient plus lourdes, mais plus rapides. De plus, les Allemands avaient développé un système de freinage très efficace, les freins aérodynamiques. Ces freins aérodynamiques permettaient à la voiture de mieux freiner dans les virages et de plaquer la voiture au sol, lui assurant une meilleure adhérence. Mais qu'on se le dise, en cas de freinage d'urgence, seuls les freins à tambour étaient fortement sollicités sur les Mercedes. La course était effrénée, le public était amassé autour de la piste, montant parfois sur les palissades, sur des échelles ou dans les arbres afin de mieux voir la course. Personne ne semblait se préoccuper des dangers encourus par les spectateurs. Au bout de 2h30 de course, 2 champions étaient en tête, Hawthorne et Fangio. Vint le moment du ravitaillement. Les 2 hommes étaient obligés de s'arrêter. Stirling Moss attendait dans les stands pour prendre la place de Fangio, mais la course allait plus vite que prévu et la vitesse excessive chamboula le planning. L'entonnoir fut présenté à Hawthorne, mais celui-ci refusa de s'arrêter car il était en train de se battre avec Fangio. Au tour suivant, Hawthorne ne s'arrêta toujours pas, malgré l'entonnoir et le marteau, afin de signaler le risque encouru, celui de tomber en panne d'essence. Hawthorne était têtu et voulait à tout prix être devant Fangio. Il ne voulait pas le laisser passer. La lutte était sans merci. Ensuite, tout a été très vite. Pierre Lévesque au volant de sa Mercedes 300 SLR et Lance McLean au volant de sa Austin LA 100S se sont vite retrouvés mêlés au duel. Hawthorne et Fangio arrivaient derrière eux à toute allure, et sans qu'on puisse comprendre pourquoi ni comment, ce fut le drame. La voiture de Pierre Lévesque se souleva, percuta le muret de plein fouet et faucha le public avant d'exploser. Bilan de cette tragédie, 84 morts et 120 blessés. Des spectateurs gisaient au sol, sans vie, et pour certains démembrés. Ce qui était un événement incontournable, une fête populaire devint subitement l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Cet accident est resté un mystère pendant près de 50 ans. Mais un jour, un homme a mis la main sur un document amateur, une vidéo tournée le jour du drame et qui montre l'accident. On peut y voir le duel Hawthorne-Fangio derrière les voitures de Pierre Lévesque et Lance McLean. Hawthorne doubla McLean, mais le fit beaucoup trop rapidement et serra de trop près McLean au moment de se placer devant lui. Hawthorne voulait doubler à tout prix McLean avant de rentrer au stand afin d'être devant Fangio. Hawthorne, une fois devant McLean, freina afin de ne pas rater les stands, mais la Austin LA de McLean n'était pas équipée de freins à disque. Il ne pouvait donc pas freiner aussi fort qu'Hawthorne. Il dut donc réagir et éviter de l'emboutir, alors il fut contraint à son tour de le doubler. Il se déporta donc violemment sur la gauche de façon instinctive, mais il ne vit point Pierre Lévesque arriver dans son dos. Il n'eut le temps de s'en rendre compte. En se déportant sur la gauche, il coupa la route à Pierre Lévesque qui arrivait à grande vitesse. Le Français ne pouvait rien faire pour l'éviter. Ce fut l'accident. La Mercedes numéro 19 heurta la Austin LA à 280 km/h. La Mercedes se souleva et percuta le muret de protection de la tribune principale avant d'exploser. La voiture de McLean, quant à elle, dévia de sa trajectoire et s'arrêta sur la piste après avoir heurté le muret. Hawthorne verra l'étendue du spectacle via les stands tout de suite après, se doutant de ce qui venait de se produire.
Mike Hawthorne, en larmes, alla au stand Austin Ailey afin de demander pardon à McLean. McLean lui dira « Tu as failli me tuer, jamais je ne te pardonnerai ». Même si Hawthorne était plutôt responsable de ce crash, cette tragédie était la combinaison de plusieurs éléments, comme la piste par exemple, qui était beaucoup trop étroite. Il n'y avait que 9 mètres qui espaçaient la ligne droite des stands. Après ça, la course continua. La voiture de Pierre Lévesque était encore en feu quand un autre pilote remplaça Hawthorne afin de continuer sur sa progression. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi ils n'ont pas arrêté la course ? Tout simplement parce qu'ils suivent les règles des 24 heures du Mans, et l'une d'entre elles stipule que tant que la piste n'est pas encombrée, la course doit continuer. On n'arrête donc pas une course tant que la piste est libre. Et c'était le cas. Les membres du public ayant survécu à ce crash furent sous le choc. Il y avait des corps partout, des enfants hurlaient à la mort. Cela avait des allures de champ de bataille. Mais les débris, eux, ont été vite retirés de la piste. Le corps de l'évêque fut transporté plus loin. Le drapeau jaune était agité, mais personne ne ralentissait. Cette course était de la pure folie. Après ce drame, Juan Fangio ne refit plus jamais les 24 heures du Mans. Pour lui, cette course était beaucoup trop dangereuse. Un officiel ce jour-là rapporta le casque de Pierre Lévesque au directeur de la course et lui dira « Monsieur, je pense que Monsieur Lévesque est mort. » Le directeur semblait surpris. « Pourquoi cela ?» lui demanda-t-il. Il lui répondit « Parce que son cerveau est encore dans le casque, monsieur. » Une polémique naquit peu après le crash. Des gens ont affirmé avoir vu une fumée blanche lors de l'explosion. On se demanda si Mercedes n'avait pas utilisé une substance illicite, ce qui aurait provoqué l'explosion et l'incendie majeur. Mais la raison à cela était simple. Le châssis de la Mercedes était composé de magnésium. Et quand du magnésium brûle, il libère de la fumée blanche. De toute façon, les experts de l'époque n'ont jamais détecté la moindre trace de substance illicite sur la carcasse. L'affaire fut donc close. Les infos tardaient à se répandre. Personne ne savait vraiment combien de gens avaient perdu la vie. Personne n'avait encore idée de ce qui venait de se produire. Le soir même, avant même que la course soit finie, Mercedes se retira de l'épreuve et décida de partir à 700 km de là, en Allemagne. Pendant plus de 50 ans, il n'y aura plus d'équipe de Mercedes en F1 et Mercedes ne reviendra au Mans qu'en 1998. Jaguar profita du retrait de Mercedes et mena avec une avance considérable. Mike Hawthorne s'installa de nouveau au volant de sa Type D pour le dernier tour. Lui et Ivor Boed seront les vainqueurs de cette course terrible le 12 juin 1955. Dans le public et dans les stands, c'est l'écœurement. On peut voir Hawthorne sourire, se sentir fier alors que Pierre Lévesque était mort, un peu par sa faute. C'était à se demander comment il pouvait se sentir satisfait de sa conduite lors de la course après avoir causé, indirectement ou non, la mort de 85 personnes. Cette victoire laissa un goût amer. L'année suivante, soit en 1956, les pilotes de chez Mercedes de 1955 revenaient sur la piste au volant d'autres voitures. Le crash de l'année passée avait attiré beaucoup plus de monde que d'habitude, 600 000 personnes pour être précis, le double par rapport aux 24 heures du Mans de 1955. Sur la piste, des travaux avaient été menés afin de sécuriser la ligne droite et un muret plus important fut installé. Des gradins ont été construits un peu plus à l'écart et la piste fut élargie. Il faudra cependant attendre 1971 pour qu'une rangée de 2 rails sépare la piste de la voie des stands et 1996 pour que de grands grillages de sécurité soient posés entre la piste et les zones des spectateurs. Hawthorne, lors de l'édition de 1956, terminera 6e et sera sacré champion de F1 2 ans plus tard. Mais le 22 janvier 1959, alors qu'il venait tout juste de prendre sa retraite, Hawthorne se tuera au volant de sa Jaguar après avoir voulu faire la course avec un ancien collègue et patron d'écurie, Rob Walker, qui était au volant d'une Mercedes-Benz 300 SL. Les deux hommes ont voulu faire une course improvisée et Hawthorne, alors qu'il pleuvait, heurta une camionnette avant de s'encastrer dans un arbre. Il mourut sur place. Certains parleront de karma, d'autres d'une simple coïncidence, un accident qui aurait pu être largement évité. On parlera d'un accélérateur bloqué, de pneus inadaptés à une route mouillée, ou encore d'un malaise d'Hawthorne lié à une insuffisance rénale. Quoi qu'il en soit, sa fin fut tout aussi tragique que celle de Pierre Lévesque. L'autre pilote de chez Jaguar, qui fut 2e aux 24 heures du Mans de 1955, Ivor Boed, se tuera la même année, le 1er août 1959, après un accident de Formule 2 sur un circuit français. Ce crash aux 24 heures du Mans de 1955 est l'accident le plus important de l'histoire du sport automobile. On peut y voir depuis 1956 une plaque commémorative du drame afin de ne jamais oublier. Pour introniser cette thématique, je me devais de commencer par ce drame. Mais il y eut tout un tas d'autres accidents sur circuit et sur tracé, des crashs qui ont eu parfois de lourdes répercussions. Mais j'en reparlerai plus tard. Si cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose, j'en suis ravi.
Mais pense à mettre un pouce en l'air, ça m'aide pour le référencement. Des sujets, je n'en manque pas, donc pense à t'abonner si tu veux en apprendre plus sur le monde automobile.